Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Avant d'entrer dans le sujet, je veux simplement remercier toutes celles et ceux qui regardent, commentent, partagent et soutiennent cette jeune chaîne. Merci. Votre présence aide concrètement l'heure du réel à grandir et je vous en remercie sincèrement. Commençons. Ici, on parle du réel, pas du confort idéologique, pas des slogans, pas des éléments de langage, le réel. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet difficile, dense, sensible, mais essentiel. La démographie, l'immigration, la Nouvelle-Calédonie, la culpabilité coloniale et surtout la souveraineté d'un peuple. Parce qu'il y a une contradiction énorme dans le débat public français. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, beaucoup reconnaissent qu'une politique de peuplement peut changer le destin politique d'un territoire. Et dans le cas calédonien, cette politique a effectivement pesé sur les équilibres démographiques, électoraux et politiques. On reconnaît qu'un peuple autochtone peut perdre progressivement son poids politique lorsque le peuplement d'un territoire est modifié. On reconnaît qu'un corps électoral modifié peut transformer l'avenir institutionnel d'un pays. On reconnaît que la démographie n'est pas neutre. Mais quand des Français appliquent ce même raisonnement à la France métropolitaine, à l'Europe, à leur propre avenir, le débat devient immédiatement interdit. On leur répond fantasme. On leur répond peur de l'autre. On leur répond extrême droite. On leur répond théorie dangereuse. Mais alors, il faut choisir. Soit la démographie n'a aucune importance politique, et dans ce cas, il faut cesser d'en faire un enjeu central en Nouvelle-Calédonie. Soit la démographie est politique, et dans ce cas, il faut accepter d'en parler aussi pour la France. Moi, je choisis la cohérence. Cette vidéo ne vise pas des individus. Elle ne vise pas une religion dans son ensemble. Elle ne vise pas des familles venues chercher une vie meilleure. Elle vise un mécanisme politique, la transformation démographique d'un pays sans consentement populaire clair, puis l'interdiction morale d'en parler. Et je le dis tout de suite, ce sujet est sensible. Mais sensible ne veut pas dire interdit, normalement. La démocratie ne consiste pas à autoriser seulement les sujets confortables. Elle consiste justement à pouvoir parler des sujets qui dérangent, à condition de le faire avec des faits, des mots justes et une exigence de vérité. Prenons la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une interprétation marginale. Des documents parlementaires français parlent eux-mêmes de la Nouvelle-Calédonie comme d'une colonie de peuplement. Vous avez entendu? Colonie de peuplement. Un rapport d'information de l'Assemblée nationale explique que, contrairement à une colonie d'exploitation ou de comptoir, la colonisation de peuplement vise à assurer une présence durable du colonisateur sur le territoire. Ce point est fondamental. Une colonie de peuplement, ce n'est pas seulement exploiter une ressource, ce n'est pas seulement commercer, ce n'est pas seulement administrer. C'est installer durablement une population nouvelle sur un territoire. Et quand vous installez durablement une population nouvelle, vous ne changez pas seulement les paysages ou l'économie. Vous changez les équilibres humains. Vous changez les équilibres politiques. Vous changez le corps social. Vous changez, à terme, la capacité d'un peuple à décider de son propre avenir. Un document de l'Assemblée nationale rappelle aussi la logique de la circulaire Messmer de 1972. La revendication nationaliste autochtone ne pouvait être évitée que si les communautés non originaires du Pacifique devenaient démographiquement majoritaires. Le même document indique que la part des Kanaks est passée de 51% en 1956 à 42% en 1976. Il faut bien mesurer ce que cela signifie. On parle d'un raisonnement d'État. On parle d'un pouvoir qui comprend parfaitement que la démographie peut modifier un destin politique. On parle d'une logique où l'on sait que changer le peuplement d'un territoire, c'est changer le rapport de force sur ce territoire. Donc, première conclusion, le mécanisme existe bel et bien. La démographie peut être politique. La population d'un territoire n'est pas une donnée secondaire. Le corps électoral n'est pas un détail administratif. L'identité d'un peuple n'est pas une abstraction.
Et ce n'est pas moi qui l'invente. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie l'illustre, et les institutions françaises l'ont documenté. Il faut bien comprendre une chose, ce mécanisme ne concerne pas seulement la Nouvelle-Calédonie. Dans l'histoire, la migration de peuples, l'installation de populations nouvelles et la modification durable du peuplement ont souvent été utilisés comme des outils de domination politique. Quand une puissance installe durablement une population nouvelle sur un territoire, elle ne change pas seulement la carte. Elle change les équilibres humains, elle change les propriétés, elle change les rapports de force, elle change les institutions. Elle change, à terme, la question fondamentale: qui décide? C'est cela, une colonisation de peuplement. Ce n'est pas seulement conquérir un territoire par les armes, c'est aussi transformer durablement la composition humaine du territoire. Et une fois que cette transformation est assez avancée, le pouvoir politique change mécaniquement. Parce que celui qui devient démographiquement majoritaire devient souvent électoralement décisif. Désolé. Donc, encore une fois, il faut être cohérent. Si l'histoire reconnaît que la migration de population a pu servir à modifier le destin politique de territoires colonisés, alors on ne peut pas faire semblant que les mouvements massifs de population seraient toujours neutres politiquement. La démographie n'est pas un détail. La démographie, c'est du pouvoir. La démographie, c'est du vote. La démographie, c'est de la souveraineté. Et quand cette démographie change sans consentement populaire clair, on n'est plus seulement dans une question administrative. On est dans une question de destin national. La colonisation de peuplement prouve une chose simple. Déplacer ou installer durablement des populations, c'est aussi déplacer le pouvoir. En Nouvelle-Calédonie, le débat autour du corps électoral montre très bien que la démographie et la souveraineté sont liées. Pourquoi cette question est-elle si sensible? Parce que tout le monde comprend qu'en modifiant le corps électoral, on peut modifier le résultat politique. Si vous changez qui vote, vous changez potentiellement l'avenir du territoire. Si vous ajoutez massivement de nouveaux électeurs sans tenir compte de l'histoire du territoire, vous pouvez changer le rapport de force. C'est pour cela que cette question revient sans cesse. Parce qu'au fond, tout le monde sait très bien que la démographie et le vote sont liés. Alors posons la question simplement. Pourquoi ce raisonnement est-il reconnu en Nouvelle-Calédonie, mais devient-il interdit en France métropolitaine? Pourquoi un peuple autochtone aurait-il le droit de craindre sa marginalisation politique, mais pas les Français? Pourquoi la démographie serait-elle politique là-bas, mais jamais ici? Pourquoi le peuplement serait-il un sujet historique sérieux quand il concerne l'outre-mer, mais un sujet honteux quand il concerne la France ou l'Europe? C'est là que commence le problème. Ce n'est pas une question de haine, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de cohérence. Si un peuple peut être fragilisé par une transformation démographique non consentie dans un territoire, alors ce principe doit pouvoir être discuté partout. Un peuple reste un peuple. Qu'il soit kanak, français, japonais, polonais, arménien, algérien ou autre, aucun peuple ne devrait être transformé contre son consentement. Maintenant, regardons la France. Selon l'INSEE, en 2025, 8 millions d'immigrés vivent en France, soit 11,6% de la population totale. L'INSEE précise qu'un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Ce point est important. Le chiffre des immigrés ne mesure pas tout. Il ne compte pas de la même manière les descendants d'immigrés nés en France. Il ne mesure pas toute la transformation culturelle, sociale, électorale ou territoriale du pays. Il ne dit pas non plus ce qui se passe localement dans certaines communes, certaines écoles, certains quartiers et certaines villes. Autrement dit, quand on parle de transformation démographique, il ne suffit pas de regarder une moyenne nationale. Il faut regarder aussi la concentration territoriale. Il faut regarder les écoles, il faut regarder le logement,
il faut regarder les services publics, il faut regarder la sécurité, il faut regarder la langue, il faut regarder l'assimilation, il faut regarder le rapport à la loi, à la laïcité, à la nation. Et surtout, il faut regarder le consentement populaire. Un sondage au Doxa publié en janvier 2026 indique que 70% des Français, écoutez bien, 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Le même sondage montre aussi une opinion plus complexe. Beaucoup de Français ne rejettent pas toute forme d'accueil, mais considèrent que la situation actuelle est excessive. Donc le tableau est clair. Il y a une transformation démographique réelle. Il y a une inquiétude majeure et majoritaire. Mais les politiques publiques continuent. L'immigration légale continue. L'immigration illégale continue. Les régularisations continuent. Les visas continuent. Les naturalisations continuent. Les contraintes européennes pèsent. Les décisions de justice encadrent fortement l'action de l'État. Et au final, beaucoup de Français ont le sentiment que, même lorsqu'ils votent, même lorsqu'ils protestent, même lorsqu'ils disent clairement que c'est trop, la machine continue. C'est là que le sujet devient démocratique. Si un peuple dit majoritairement « nous voulons reprendre le contrôle », mais que rien ne change vraiment, alors il faut poser la vraie question. Qui gouverne réellement? Le peuple? Ou un système politique, juridique, médiatique et européen qui poursuit sa trajectoire, quelle que soit l'opinion majoritaire? Voilà la question. On nous parle sans cesse de vivre ensemble. Mais il faut se méfier des mots quand ils servent à empêcher de penser. Le vivre ensemble, dans son sens noble, devrait signifier règles communes, respect mutuel, loyauté envers le pays, acceptation de la loi civile, transmission d'un monde commun. Mais dans le discours dominant, le vivre ensemble devient souvent autre chose. Il devient une injonction à accepter, une injonction à se taire, une injonction à ne pas voir, une injonction à ne pas nommer. On demande aux Français d'accepter les flux, d'accepter les transformations, d'accepter les tensions, d'accepter les changements culturels, d'accepter la pression sur les services publics, d'accepter que certains quartiers changent profondément, d'accepter que certaines écoles changent profondément, d'accepter que certaines normes culturelles ou religieuses progressent dans l'espace public. Mais quand les Français demandent en retour « Sommes-nous encore chez nous ? Avons-nous encore le droit de décider ? Jusqu'où cela va-t-il aller ?» On leur répond par l'arme morale. On ne leur répond pas par des chiffres. On ne leur répond pas par un référendum. On ne leur répond pas par une politique claire. On leur répond par des accusations. Et c'est là que le mot « vivre ensemble » devient suspect. Parce qu'un vrai vivre ensemble ne peut pas reposer sur la culpabilisation permanente du peuple d'accueil. Il ne peut pas reposer sur l'idée que la France devrait toujours s'excuser d'être la France. Il ne peut pas reposer sur l'effacement progressif de ceux à qui l'on demande pourtant d'accueillir, de financer, de s'adapter et de se taire. Il faut maintenant parler du verrou idéologique. Depuis des décennies, une partie du débat public utilise la colonisation comme une dette morale infinie. La France a colonisé, l'Europe a colonisé, l'Occident a dominé. Donc les peuples européens devraient accepter sans résistance les conséquences migratoires, culturelles et démographiques du monde post-colonial. Voilà le raisonnement implicite. Parfois il est dit clairement, parfois il est insinué. Parfois il est habillé avec des mots plus acceptables, réparation, diversité, déconstruction, ouverture, lutte contre les discriminations. Mais le fond est souvent le même. L'Occident aurait une dette infinie et cette dette devrait se payer par l'acceptation de sa propre transformation. Je veux être précis. Il ne s'agit pas de nier la colonisation. Il ne s'agit pas de nier les violences, les dominations, les humiliations, les spoliations, les injustices. Non. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire à l'envers. Un pays doit connaître son histoire. Un peuple qui ment sur son histoire finit toujours par se mentir à lui-même. Mais reconnaître l'histoire ne veut pas dire condamner éternellement les vivants.
La France d'aujourd'hui n'est pas composée de coupables héréditaires. Les enfants ne sont pas responsables des fautes de leur père. Les petits-enfants ne sont pas responsables des fautes de leur grand-père. Les arrière-petits-enfants ne doivent pas payer indéfiniment pour des événements qu'ils n'ont ni décidés, ni vécus, ni contrôlés. Sinon, on ouvre une logique absurde. Est-ce qu'on va demander aux descendants de collaborateurs français de porter éternellement la honte de Vichy? Est-ce qu'on va demander aux descendants d'Allemands d'être responsables à vie du nazisme? Est-ce qu'on va demander aux descendants de peuples ayant pratiqué l'esclavage en Afrique, dans le monde arabe, en Europe ou ailleurs, de porter une culpabilité héréditaire? Non. Parce qu'un peuple peut reconnaître son histoire sans condamner éternellement ses descendants. Et ça, c'est important. C'est exactement cela qu'il faut refuser. La culpabilité transmise comme une dette politique infinie. La mémoire doit instruire. Elle ne doit pas servir à désarmer politiquement un peuple. Sur la colonisation, il faut être honnête. Il y a eu des violences, il y a eu des dominations, il y a eu des injustices, il y a eu des spoliations, il y a eu des humiliations, il y a eu aussi, selon les territoires et les périodes, des transformations matérielles, administratives, sanitaires, scolaires et économiques. Mais le point central n'est même pas là. Le point central, c'est que même si l'on considère que la colonisation a été globalement une faute historique, cela ne donne pas le droit d'utiliser cette faute comme une arme permanente contre les descendants. Aucune histoire ne justifie de retirer à un peuple le droit de décider de son avenir. Aucune faute passée ne justifie une dépossession présente. Aucune mémoire douloureuse ne doit devenir un permis politique pour transformer un pays sans son consentement. C'est cela le cœur du sujet. Reconnaître les fautes du passé? Oui. Vivre éternellement sous procès historique? Non. Ça, non. Il y a aussi une contradiction que l'on doit pouvoir nommer. Dans une société normale, quand un pays accueille, protège, soigne, scolarise, aide, verse des prestations, ouvre ses services publics et garantit des droits, il devrait y avoir en retour une forme minimale de loyauté. Pas une soumission, pas l'effacement de toute origine familiale, mais au moins une reconnaissance claire. Ce pays m'accueille, je respecte ses lois, sa culture, son peuple, sa laïcité, son histoire et ses institutions. Or, on voit apparaître une relation totalement inversée à la France. Certains discours présentent la France comme coupable, raciste, coloniale, oppressive, islamophobe, illégitime. Mais dans le même temps, ces mêmes discours considèrent ses droits, ses aides, son système social, son école, son hôpital, sa sécurité sociale, ses prestations comme des choses dues. Comme si la France devait tout donner mais ne pouvait rien demander. Comme si elle devait accueillir, financer, soigner, loger, protéger, mais sans jamais exiger l'assimilation, la loyauté, le respect ou la gratitude, pardon. C'est là que le problème devient profond. Parce qu'un pays ne peut pas être traité à la fois comme un ennemi moral et comme une caisse automatique. On ne peut pas mépriser la France comme civilisation et réclamer la France comme guichet. On ne peut pas présenter le peuple français comme coupable par essence, tout en exigeant de lui qu'il finance indéfiniment sa propre transformation. Ce n'est pas du vivre ensemble. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas de la solidarité. C'est un rapport de prédation morale. La France doit payer, mais elle n'aurait plus le droit de demander. Ce que beaucoup de Français ressentent, c'est cela. La France n'est plus toujours traitée comme une patrie à respecter, mais comme une dette à encaisser. On lui demande ses aides, ses droits, ses papiers, ses logements, son école, son hôpital, sa sécurité sociale. Mais dès qu'elle demande en retour l'assimilation, le respect de ses lois, la laïcité, la loyauté envers son peuple, ou simplement le droit de fixer des limites, on lui répond colonisation, racisme, oppression, islamophobie. C'est une inversion totale. La France devient coupable quand elle demande, mais elle reste responsable quand il faut payer par contre. Et là, il faut poser une question simple.
Un pays peut-il survivre si ceux qui profitent de ses droits n'acceptent plus ses devoirs? La France n'est pas un butin. La France n'est pas un guichet. La France n'est pas une dette coloniale éternelle. C'est un pays, avec un peuple, une histoire, des lois et un droit fondamental à la continuité. Il y a ensuite un autre deux poids deux mesures qu'il faut nommer. Les mêmes qui sont parfois impitoyables avec le passé de la France deviennent étrangement indulgents avec certaines réalités du présent. Quand il s'agit de la colonisation, de l'esclavage, de l'histoire française, de l'histoire européenne, on nous demande une lucidité absolue. On nous dit il faut regarder les crimes en face. Il faut reconnaître les violences. Il faut reconnaître les spoliations. Il faut reconnaître les humiliations. Très bien. Mais alors cette exigence doit valoir pour tout le monde? Eh oui. Si l'on exige des Français qu'ils regardent les fautes de leurs ancêtres, alors on doit aussi exiger de chaque individu, aujourd'hui, qu'il regarde ses propres actes. Quand quelqu'un vole, agresse, viole, tue, menace, détruit, trafique ou refuse les lois du pays, la première réponse ne devrait pas être l'excuse. La première réponse devrait être la responsabilité. Et oui. Bien sûr, il existe des difficultés sociales. Bien sûr, il existe des parcours difficiles. Bien sûr, il existe des injustices. Mais rien de tout cela ne peut justifier la violence, le mépris des lois, les agressions, les viols, les meurtres ou la haine de la France. Or, trop souvent, dans le débat public, on observe l'inverse. Pour la France historique, culpabilité. Pour certains délinquants ou criminels du présent, explication sociale permanente. Pour les Français, dette morale. Pour d'autres, victimisation. Pour les morts du passé, procès infini. Pour les victimes d'aujourd'hui, silence gêné, relativisation, contexte, excuse. Et c'est là que beaucoup de Français décrochent. Et c'est normal, parce qu'ils voient très bien l'injustice morale. On leur demande de porter le poids de crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais on cherche parfois 1000 raisons pour expliquer, minimiser ou diluer la responsabilité de personnes qui, elles, ont commis des actes bien réels dans le présent. Il faut arrêter avec cette morale à sens unique. Un Français né aujourd'hui n'a pas colonisé l'Algérie. Il n'a pas pratiqué l'esclavage. Il n'a pas signé les décrets coloniaux. Il n'a pas envoyé l'armée. Il n'a pas spoilé des terres. Il n'a pas commis les fautes de ses ancêtres. En revanche, un individu qui commet aujourd'hui un vol, une agression, un viol, un meurtre ou une menace contre la République est responsable de ses propres actes. Voilà la cohérence. Pas la vengeance, pas la haine, la responsabilité. On ne peut pas rendre les innocents d'aujourd'hui responsables du passé, tout en transformant certains coupables du présent en victimes du système. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas la vérité. C'est une inversion morale. Il faut maintenant nommer un discours qu'on entend de plus en plus. Dans certains débats, certains micro-trottoirs, certaines vidéos, certains discours militants, on voit apparaître cette idée. Puisque l'Europe a colonisé, il serait normal qu'elle soit transformée à son tour. Parfois, c'est dit frontalement. Parfois, c'est insinué. Parfois, c'est emballé dans des mots plus acceptables. Mais le fond est le même. L'Occident aurait une dette infinie et ces dettes devraient se payer par l'acceptation de sa propre transformation. Ce discours existe, mais il faut le nommer correctement. Ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les étrangers. C'est un discours idéologique de revanche, porté par certains militants, certains courants décoloniaux, certains acteurs religieux politiques, certains relais médiatiques et parfois certains responsables politiques. Et ce discours est dangereux, parce qu'il détruit toute possibilité de pacte national. On ne peut pas construire un avenir commun sur l'idée qu'un peuple d'accueil doit expier éternellement. On ne peut pas demander l'intégration tout en présentant le pays d'accueil comme coupable par essence. On ne peut pas demander la paix civile tout en répétant que la France serait structurellement raciste, oppressive ou illégitime. À force de culpabiliser un peuple, on ne fabrique pas de la cohésion. On fabrique de la rupture. Il faut aussi parler d'un sujet sensible, la religion.
Une partie importante de l'immigration vers l'Europe vient de pays où l'islam est majoritaire. Cela ne signifie pas que tous les cela ne signifie pas que tous les musulmans posent problème. Cela ne signifie pas qu'un musulman serait incapable d'aimer la France, de respecter ses lois, sa laïcité, de servir son pays ou de s'assimiler. Dire cela serait faux, injuste et juridiquement dangereux. Mais cela signifie qu'il peut exister un choc entre certaines conceptions religieuses, politiques ou culturelles et le modèle historique français. Laïcité, liberté de critique de religion, égalité homme-femme, primauté de la loi civile, assimilation, rapport à la nation. Et là encore, le débat a longtemps été empêché. On a refusé de distinguer clairement les personnes, la religion et l'idéologie politique. L'islam est une religion. Les musulmans sont des personnes diverses. L'islamisme politique est un projet idéologique. Et une société devient vulnérable quand elle refuse de voir qu'une idéologie politico-religieuse peut utiliser les failles du multiculturalisme, la culpabilité coloniale, les libertés occidentales et la faiblesse des États pour avancer ses propres normes. Là, on n'est plus seulement dans l'immigration, on est dans la souveraineté culturelle. On est dans la capacité d'un pays à dire clairement, ici, la loi civile prime sur la norme religieuse. Ici, la liberté de critique existe. Ici, l'égalité homme-femme n'est pas négociable. Ici, l'assimilation n'est pas une insulte. C'est la condition d'un peuple commun. Il y a une différence énorme entre accueillir et se dissoudre. Un pays peut accueillir. Un pays peut intégrer. Un pays peut naturaliser. Mais à une condition. Que ceux qui arrivent rejoignent réellement le peuple qui les accueille. Pas seulement administrativement. Pas seulement administrativement, désolé. Pas seulement par les papiers, mais culturellement, politiquement et affectivement. L'assimilation, ce n'est pas demander à quelqu'un d'oublier toute son histoire familiale. C'est lui demander de placer la France au-dessus des appartenances importées. C'est lui demander de respecter les lois françaises, les mœurs françaises, la laïcité française, la langue française, la liberté française. C'est lui demander de ne pas venir seulement vivre en France, mais de devenir français dans l'esprit. Or, depuis des décennies, l'assimilation a été remplacée par le multiculturalisme implicite. On ne demande plus simplement de rejoindre un peuple. On juxtapose des communautés. On célèbre les différences. On valorise les identités particulières. On excuse les tensions au nom du passé. On présente l'exigence d'assimilation comme une violence. Et après, on s'étonne que le pays se fragmente. Mais un peuple ne peut pas tenir seulement avec des papiers. Il lui faut une culture commune, une mémoire commune, une loyauté commune, une loi commune, un horizon commun. Sans cela, on n'est pas un peuple. On a une coexistence administrative. Et une coexistence administrative finit toujours par produire des tensions parce qu'elle ne répond pas à la question centrale: qu'est-ce qui nous unit? Il faut aussi dire une chose très dure. Pendant des décennies, le débat sur l'immigration a été verrouillé. Celui qui parlait de frontières était traité de fermé. Celui qui parlait d'assimilation était traité de nostalgique, de réfractaire. Celui qui parlait d'identité était traité de suspect ou de haineux. Celui qui parlait de démographie était traité de dangereux. Celui qui parlait de religion dans l'espace public était accusé de viser les croyants. Celui qui parlait de sécurité était accusé d'exploiter les peurs. Le résultat, c'est que le débat a été empêché pendant que la transformation continuait. Et maintenant, le sujet devient enfin impossible à cacher. Mais pourquoi maintenant? Peut-être parce que le réel est trop visible. Peut-être parce que les chiffres sont trop clairs. Peut-être parce que les Français le vivent dans leurs écoles, leurs quartiers, leurs hôpitaux, leurs transports, leurs villes. Peut-être aussi parce que le point de bascule est déjà avancé.
malheureusement. Car plus un système dure longtemps, plus il devient difficile à corriger. Contrôler les frontières aurait été politiquement plus simple il y a 30 ans. Réduire les flux aurait été plus simple avant que des réseaux, des droits, des habitudes administratives et des dépendances économiques ne se mettent en place. Réaffirmer l'assimilation aurait été plus simple avant que le multiculturalisme ne devienne la norme implicite. Expulser les personnes en situation irrégulière aurait été plus simple avant que tout l'appareil juridique, associatif et européen ne rende chaque décision interminable. Et aujourd'hui, toute mesure sérieuse est immédiatement présentée comme radicale. Mais la vraie radicalité, c'est peut-être d'avoir laissé un peuple se transformer pendant des décennies sans jamais lui avoir demandé clairement son accord. Il faut être précis. Je ne dis pas qu'il existe nécessairement un plan unique, centralisé, écrit dans un bureau secret, avec une date, un organigramme et des signatures. Ce serait trop facile à caricaturer. Le sujet est plus profond. Ce n'est pas forcément un plan secret. C'est un système d'effets convergents. Des décisions politiques successives, des lâchetés électorales, des contraintes européennes, des décisions de justice, des pressions associatives, des intérêts économiques, des besoins patronaux en main-d'œuvre, des discours médiatiques, une culpabilité coloniale permanente, le recul de l'assimilation, la peur d'être accusé de racisme, la victimisation de certains groupes, la faiblesse de l'État. Et à la fin, tout cela produit un résultat. Le pays change. Personne n'a besoin de croire à un complot pour voir un mécanisme. Personne n'a besoin d'imaginer un plan secret pour constater une trajectoire. C'est même souvent comme cela que les grandes transformations se produisent. Non pas par une décision unique, mais par une addition de renoncements. Et quand ces renoncements vont toujours dans le même sens, il faut bien avoir le courage de Et quand ces renoncements vont toujours dans le même sens, il faut bien avoir le courage de nommer le résultat. Revenons au cœur du sujet. En Nouvelle-Calédonie, l'État reconnaît que le corps électoral est une question politique sensible. Là-bas, on comprend qu'un peuple peut craindre d'être mis en minorité dans son propre territoire. Là-bas, on comprend que le peuplement n'est pas neutre. Là-bas, on comprend que l'histoire, la démographie et la souveraineté sont liées. Très bien. Mais alors, pourquoi refuser ce raisonnement à la France ? Pourquoi les Français n'auraient-ils pas le droit de se demander si leur pays reste politiquement le leur ? Pourquoi un peuple européen devrait-il accepter sa transformation au nom d'une dette historique permanente ? Pourquoi le droit à la continuité serait-il reconnu aux uns mais refusé aux autres ? Ce n'est pas parce que la France est un pays européen historiquement majoritairement blanc, anciennement colonisateur, qu'elle perd son droit à la continuité. Sinon, il faut le dire clairement. Il faut dire que certains peuples ont le droit à la protection historique et d'autres non. Il faut dire que certains peuples ont droit à la souveraineté démographique et d'autres non. Il faut dire que certains peuples ont droit à la mémoire et d'autres seulement à la culpabilité. Mais moi, je refuse ce 2 poids 2 mesures. Un peuple reste un peuple. Aucun peuple ne devrait être transformé sans son consentement. Aucun peuple ne devrait être empêché de parler de son avenir démographique. Aucun peuple ne devrait être traité comme illégitime sur sa propre terre. Et c'est là qu'il faut pousser la cohérence jusqu'au bout. Quand certains responsables politiques parlent du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, très bien. Quand certains disent, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie aux Algériens, l'Afrique aux Africains, les peuples autochtones chez eux, les peuples du monde libres de préserver leur culture, très bien. Mais alors ce principe doit valoir pour tout le monde. Si l'Algérie peut vouloir rester l'Algérie, veut vouloir rester l'Algérie. Si l'Afrique peut vouloir rester et vouloir préserver ses peuples. Si le Japon peut vouloir rester le Japon. Si les peuples autochtones peuvent défendre leur continuité historique. Alors la France aussi doit pouvoir vouloir rester la France. Ce n'est pas de la haine.
Ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas une obsession. C'est le droit élémentaire d'un peuple à ne pas disparaître politiquement, culturellement et démographiquement sans son consentement. Pour certains peuples, défendre son identité est présenté comme noble. Pour les Français, défendre leur continuité devient suspect. Voilà l'incohérence. Et cette incohérence, il faut la refuser. Le droit d'un peuple à durer ne dépend pas de sa couleur de peau, de son continent ou de son passé historique. Sinon, ce n'est plus un principe universel, c'est une préférence idéologique. La France n'est pas seulement un guichet administratif. La France, c'est un peuple, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une langue, c'est une mémoire, c'est une continuité politique. Et vouloir que cela perdure dans l'histoire n'a rien d'extrémiste. Au fond, la question n'est pas seulement l'immigration. La question, c'est le consentement. Les Français ont-ils consenti à cette transformation? Ont-ils été consultés clairement? Ont-ils voté pour une immigration durable massive? Ont-ils voté pour le multiculturalisme? Ont-ils voté pour l'affaiblissement de l'assimilation? Ont-ils voté pour une société où la critique de certaines idéologies devient presque impossible? Ont-ils voté pour que les frontières deviennent une question secondaire? Ont-ils voté pour que le droit européen limite fortement la capacité de la France à décider seule? On peut tourner autour pendant des heures, mais la réponse est évidente. Non. Il n'y a jamais eu de grand référendum clair sur cette question. Il n'y a jamais eu de consentement populaire explicite. Il y a eu des décisions successives, des renoncements, des lâchetés, des habitudes administratives, des pressions idéologiques, des verrouillages médiatiques, des contraintes européennes, et à la fin, un pays transformé. C'est cela le sujet. Pas la haine, pas la peur, pas l'obsession, la souveraineté. On va évidemment me répondre que ce discours est dangereux. On va me répondre que je joue avec les mots. On va me répondre que je fais des parallèles interdits. Mais je pose simplement une question de cohérence. La démographie est-elle politique, oui ou non? Le peuplement peut-il changer le destin d'un territoire? Oui ou non? Un peuple a-t-il le droit de refuser sa marginalisation politique? Oui ou non? Le consentement populaire compte-t-il encore? Oui ou non? Si la réponse est oui en Nouvelle-Calédonie, elle ne peut pas devenir non en France. On ne peut pas changer les principes selon le peuple concerné. On ne peut pas reconnaître la dépossession quand elle concerne certains, puis la nier quand elle concerne d'autres. On ne peut pas parler de mémoire pour les uns et imposer l'amnésie aux autres. On ne peut pas parler de souveraineté pour les uns et d'ouverture obligatoire pour les autres. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas démocratique. Et je veux être aussi très clair sur un point. Critiquer une politique migratoire, critiquer le multiculturalisme, critiquer des idéologies, critiquer des discours militants, critiquer des responsables politiques, critiquer l'islamisme politique, critiquer le rapport à la France comme guichet social, tout cela relève du débat public. Mais il ne faut jamais transformer cette critique en attaque contre des personnes en raison de leur origine, de leur nationalité, de leur religion ou de leur appartenance supposée. Donc la ligne est simple. On attaque les politiques, on attaque les idéologies, on attaque les discours, on attaque les contradictions, on attaque l'absence de consentement, on attaque le système. Mais on ne désigne pas une population entière comme ennemie, parce que ça ce serait faux, ça serait injuste, et ça serait donner à ceux qui veulent interdire ce débat exactement l'arme qu'ils attendent. La force d'un discours, ce n'est pas de taper au hasard. La force d'un discours, c'est de viser juste. Et ici, la cible est claire. Le système politique, médiatique, idéologique et institutionnel qui a permis cette transformation, tout en empêchant les Français d'en parler librement. Conclusion. La Nouvelle-Calédonie nous oblige à une cohérence. Si la démographie est politique là-bas, elle est politique ici.
Si le peuplement peut modifier le destin d'un territoire là-bas, il peut aussi modifier le destin de la France. Si l'histoire reconnaît que l'installation de populations nouvelles a pu transformer le pouvoir politique d'un territoire, alors on ne peut pas faire semblant que les mouvements massifs de population seraient toujours neutres. Si un peuple peut craindre d'être marginalisé dans son propre pays là-bas, alors les Français ont aussi le droit de poser la question pour leur propre avenir. On ne peut pas reconnaître le mécanisme quand il concerne un peuple autochtone d'outre-mer, puis l'interdire quand il concerne un peuple européen. On ne peut pas dire que la démographie est une arme politique dans l'histoire coloniale, mais qu'elle devient un fantasme dans le présent migratoire. On ne peut pas utiliser la culpabilité coloniale pour empêcher indéfiniment les peuples européens de défendre leur continuité. La vérité est simple. Changer durablement la population d'un territoire, c'est changer son avenir. Et si ce changement se fait sans consentement populaire clair, alors ce n'est plus seulement une politique migratoire, c'est une dépossession démocratique. La vraie question est donc celle-ci. Les Français ont-ils encore le droit de décider de l'avenir de la France? Moi, je pense que oui. Et je pense même que tant que cette question sera interdite, le débat public français restera un théâtre de mensonges. Pas parce que tout serait simple, pas parce qu'il suffirait de slogans, mais parce qu'un pays qui n'a plus le droit de nommer ce qu'il vit n'est déjà plus pleinement libre. La mémoire doit empêcher de refaire les fautes du passé. Elle ne doit pas servir à interdire aux vivants de décider de leur avenir. La France n'a pas à vivre dans le déni, mais elle n'a pas non plus à vivre à genoux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce travail vous parle, si vous pensez que ces sujets doivent être abordés sans mensonge, sans peur et sans double discours, alors abonnez-vous à la chaîne L'Heure du Réel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire ce que vous pensez du sujet. Merci à ceux qui me suivent déjà. Merci pour votre soutien, vos messages et votre force. Ici, on continuera à parler du réel. Parce que le réel ne choisit pas de camp. Il ne vote pas. Il n'a pas d'idéologie. Il est ce qu'il est. À très bientôt sur L'Heure du Réel et merci. Au revoir.